Euh, Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du GDG avec un meet-up qui est dédié à l'injection de dépendance en Android. Avant de commencer, on va remercier Haricot de nous recevoir ce soir. On vous demandera juste d'être discret en partant. On va remercier très fort Anthony Montero, qui est formateur Java, Kotlin et Android. Voilà. Sans qui ce soir, on n'aurait pas à boire et à manger. Donc, vous pouvez l'applaudir très fort. Merci beaucoup. GDG, vous pouvez nous suivre donc, sur la page Meetup où vous êtes tous inscrits. On a un compte ex-Twitter X. On a une chaîne YouTube GDG Toulouse. Et il y a le CFP où c'est un GitHub sur lequel vous pouvez poster vos sujets. Des news du DevFest. Donc, le DevFest revient le 7 novembre prochain. La billetterie ouvre fin juin. Je vous conseille fortement, si vous voulez y participer, d'aller sur le site, tout ça, et de vous abonner à nos réseaux sociaux, parce que nos derniers batchs de tickets sont partis en 15 minutes dès l'ouverture. Une autre conf, la petite sœur du DevFest, Cloud Toulouse, qui a lieu le 11 juin prochain. Bon, c'est très axé cloud, c'est peut-être pas ici le public, mais c'est pareil, si les places partent plus vite aussi. Donc, si jamais vous voulez y aller, le lien est là. Alors, il va y avoir 2 talks ce soir. Donc, le premier qui est présenté par Arnaud, voilà, donc, qui a un petit peu créé le framework. Et second sujet, donc, qui est présenté par Nicolas et par Julien. C'est aussi du gros néo parce qu'ils ont été speakers au DevFest l'année dernière. On peut dire également bon anniversaire à Julien. Voilà, vous pouvez l'applaudir très fort pour son anniversaire. Voilà. Et on va commencer avec Arnaud. Merci. Allez, on va faire une petite transition de technique. Wow, ça marche. Allez, donc, en 2 mots, donc, je suis Arnaud Giuliani, moi je suis créateur du projet Coin, je suis Google Dev Expert Kotlin et je suis créateur d'une startup toulousaine qui s'appelle Codzilla. On travaille pour l'open source Kotlin et on fait des dev tools, donc des optis pour les développeurs Kotlin et tout ce qui est dev multiplateforme. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait aussi en fin de talk. Bon, une petite assemblée ce soir. Je vais demander qui est-ce qui utilise Coin à main levée, savoir s'il y a des nouveaux utilisateurs ou pas. Oh, en partie, ouais, quand même. Les gens qui utilisent Compose déjà. Ouais, 2 tiers, on va dire. Et des gens qui font du multiplateforme. Ah, ça se tient, ça se tient. Peut-être les mêmes, mais... Donc, une conf sur comment on fait tout ce qui est architecture d'EI sur une application Compose. Donc, Compose et multiplateforme, rapidement. Pour vous donner un petit peu aussi du contexte, Coin, c'est un framework qui a été créé en 2017, donc qui commence déjà à avoir un peu de bouteille. En 2020, le framework, il se téléchargeait 5 millions de fois par an. Là, on est à plus de 8,5 millions par mois, en fait. Donc, le truc a vraiment explosé. Et en fait, c'est toute cette communauté multiplateforme Kotlin, Compose et toutes les dernières API de Coin qui ont permis vraiment de pousser tout ça. Et notamment maintenant JetBrains qui parle beaucoup du framework, donc c'est cool. Et des grands noms du mobile qui sont parmi les quelques icônes que vous pouvez reconnaître là. Bon, modulo les couleurs hein, pour ceux qui sont ici ce soir. Mais voilà, pas mal de français quand même. Hein. Donc on va parler Compose. Je vais rappeler rapidement un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que c'est avant de vous montrer un petit peu d'injection de dépendance. Donc ça, c'est le snippet que tout le monde a vu 10 000 fois parce que, en fait, globalement, c'est comme ça que Google a un peu vendu en disant « Ouais, ça va être super facile ». Donc c'est quoi? C'est le nouveau toolkit d'Android qui a une approche déclarative, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé, entre guillemets, de faire sa plomberie et c'est surtout écrit en Kotlin.
contrairement à beaucoup d'outils de Google qui sont tous faits en Java. Donc, puis d'XML, ça c'est plutôt cool, mais vous allez voir que finalement la tête de vos applications Compose, voilà, elle va être assez compliquée aussi. Donc bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on verra. Moins de plomberie, donc ça c'est cool parce qu'en fait on ne va pas avoir à câbler tous nos événements, tout ce qui est effect, etc. Et surtout, en fait, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle appli Android. C'est déjà, et c'est ça qui fait le succès globalement d'une telle technologie, c'est que vous pouvez l'utiliser depuis n'importe quelle activity ou fragment en fait. Donc ça c'est cool parce que côté dev, on est plutôt content quand il y a des trucs comme ça qui arrivent. Seulement aussi, c'est des nouveaux paradigmes. En fait, on va commencer à travailler sur des événements, des states, et globalement, on va travailler justement sur des widgets qui vont être décrits dans nos composables, qui vont devoir travailler sur des états, et on va devoir travailler sur justement ces changements d'état et trigger tout ce qui est événement justement pour travailler sur notre data. Donc ce pattern-là, il a un nom, ça s'appelle Unidirectional Data Flow, donc c'est-à-dire une vue, elle a des actions, les actions, elles commencent à trigger des modifications d'état qui vont modifier la vue, etc., etc. Donc on a un cercle de rendering qui se fait dans ce sens-là. Bon, globalement, je ne vais pas vous apprendre globalement à développer en Compose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment ça vous impacte en termes d'architecture, de structure et de développement dans votre application. Donc ça, l'objet du talk aujourd'hui. Avant, je vais quand même vous rassurer sur 2-3 trucs. C'est que, globalement, vous allez conserver la plupart des choses que vous connaissez déjà en Android. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire ce super lifecycle qui vous a fait pleurer une bonne paire de fois, ben vous allez le garder et vous le conserver parce que derrière, en fait, tout ce qui va être composable va forcément être backup par une activité ou quelque chose. Donc, en Android, c'est un peu, on va dire, c'est un peu les couches logicielles que vous pouvez avoir dans une application Android standard, c'est-à-dire des repositories, des data sources, des bases de données, des clients, et après, on a tout ce qui est couche d'abstraction, présenteur, view model, et après, vous avez effectivement tout ce qui est UI, activité, fragment ou view, qui sont à peu près les composants de votre architecture. Donc, en Coin, comment le câble, tout ça, ben, en fait, globalement, vous allez utiliser des singletons. Donc, dans Coin, en fait, c'est un keyword, c'est un mot-clé qui s'appelle single. Coin, en fait, c'est un framework Kotlin, pure Kotlin, qui est orienté DSL ou annotation. Donc là, je vais vous montrer quelques mots-clés, mais en fait, on va retrouver la même chose dans les annotations, en fait. Donc en fait, toute votre couche de persistance, repository, data source, local, etc., c'est des choses qu'on a souvent et qu'on garde souvent en mémoire en termes de singleton. Tout ce qui va être couche d'abstraction logique, ça va être des factories, des view models. Donc tout ce qui était présenteur, MVI, tous les trucs un peu dingos autour du MVVM, etc., ben, ça va être des view models ou des factories, des choses qui doivent se brancher sur le lifecycle. Donc en 2017, Coin a eu quand même la bonne idée de sortir le ByViewModel, qui était un delegate sur l'API ViewModel de Google, parce qu'ils n'avaient pas encore complètement câblé toute cette factory-là. Et donc ViewModel est un pré-câblage pour vous, en fait, de tout ce qui est lifecycle, et on vous abstrait globalement tout ça. Dans la partie UI, bah, en fait, on appellera Coin par quelques fonctions quand on aura besoin. Et voilà, donc globalement, en fait, on va déclarer 80% de nos composants, on va déclarer toutes nos couches dans Coin, et en fait, dans Android, on viendra à la pêche chercher nos composants. En Android, en fait, on est un peu bloqué sur une chose, c'est que on est dépendant d'un lifecycle. On est obligé d'être dans quelque chose dans lequel on suit un onCreate, onStart, etc., etc. Donc, on ne peut pas faire dans le constructeur de l'activité directement des choses, sauf si on passe par des choses qui s'appellent Fragment Factory, App Factory, et des choses comme ça qui permettent directement à Android de venir vous câbler des composants directement dans vos constructeurs. Donc ça, c'est dispo dans Coin. Bon, la partie App Factory bientôt. Et pour ceux qui sont un peu des dingos de la clean architecture, vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est factory ou single pour vos couches d'abstraction business. C'est-à-dire globalement, ben, vous avez des singletons jusque repository, use case interactor, up to you. Ça dépend de ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez garder les states ou pas. View model, ben, on utilise view model, c'est cadeau. Et après, dans Android, eh ben, on va utiliser le by inject ou le by view model qu'on veut injecter. Custom scope, vous pouvez aussi vraiment vivre dangereusement avec des scopes et des notions de création de lifecycle compliquées. Donc, vous pouvez.
Au final, en fait, vous faites du compose, ça ne va pas impacter tout ça. Tout ce que vous connaissez déjà en Android, vous pouvez déjà tout conserver. Donc ça, c'est plutôt cool. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve avec un nouveau paradigme des nouvelles API. Et donc, du coup, dans Compose API, eh ben, c'est ces nouvelles factions, ces nouvelles fonctions d'aller injecter des composants. Et derrière, en fait, on peut se poser la question, mais c'est quoi, en fait, la nouvelle possibilité qu'on a en termes d'attraction logique? Parce qu'on commence à avoir des composables, on commence à avoir des widgets. Comment on s'en sort de tout ça? On va regarder un petit peu comment ça marche, du coup, Compose. Parce qu'on nous montre ça, on se dit, ouais, super, c'est juste une fonction. Est-ce qu'on doit apprendre la programmation fonctionnelle? Donc là, moi, ça commence à me faire un peu peur. Est-ce qu'on doit réapprendre un nouveau life cycle? Là, ça me fait encore vraiment super peur. Donc, vraiment, non. Dans tout ça, non. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que du coup, votre fonction, votre composable, en fait, le compilateur, il va détecter les entrées de vos paramètres, de vos fonctions, et il va en faire un état. Et cet état, en fait, il va détecter qu'il y a un changement dans les paramètres. S'il y a un changement, il va détecter qu'il y a un changement d'état pour votre composable. C'est comme ça que vous allez trigger des récompositions, en fait. Donc, en fait, vos entrées forment l'état de votre composable. Et comment on fait de l'injection, du coup, dedans? Donc ça, par exemple, c'est une fonction click counter. Donc on a un click, on a une fonction de callback sur lequel on dit quand je fais un clic, je fais quelque chose, et en fait, on va décrire le bouton. Et le bouton, quand il fait quelque chose, on rappelle le callback. Donc en fait, il y a deux façons de faire. Soit on met un paramètre de fonction ici, on dit, bah voilà, j'ai un nouvel argument qui va être mon composant que je vais réinjecter. Et à ce moment-là, on peut dire, bah, en Kotlin, on a une default value, en fait. Donc ça, c'est intéressant à utiliser. Pourquoi? Parce que globalement, par défaut, je peux utiliser ce truc-là, get, ou sinon, je peux utiliser autre chose. Et sinon, le truc classique qu'on serait tenté de faire globalement, ça serait dans le corps de la fonction de récupérer directement ce qu'on veut et d'aller se servir au milieu. Voilà. Donc, c'est deux possibilités qu'on peut faire pour faire l'injection. Parameter, value. Vous avez un article qui est assez intéressant là-dessus, parce que c'est un peu, il faut se reposer un peu les questions de comment vous designez votre API, comment vous designez votre écran, comment vous allez designer vos entrées, vos sorties là-dessus. Je ne fais pas le talk là-dessus, je vous redirige vers cet article qui est très bien fait, qui vous dit globalement comment on gère un état dans un composable, comment on gère une action, qu'est-ce qu'on extrait, qu'est-ce qu'on met dedans. Allez, on va faire un peu d'injection, on va passer au truc marrant. Donc, je ne me suis pas trompé sur les versions. Ouais, voilà. Donc, on est en Coin 3.5.6, la dernière avant les phases Kotlin 2, et celle qui est instable et avec les derniers trucs super marrants, c'est plutôt la 3.6 Beta 4. Donc, si vous voulez faire du compose avec Coin, du Coin avec Android X Compose, vous utilisez Coin Android X Compose et vous aurez toute la panoplie d'injection dispo. Donc, si je reprends mon click counter, si je veux aller récupérer un truc qui s'appelle MyFactory, si je le récupère en statique comme ça, donc Coin Platform, c'est un truc qui est statique mais qui est multiplateforme parce que du coup, c'est une expression que vous pouvez utiliser en iOS, en Kotlin, ce que vous voulez, desktop, etc. Mais là, en fait, c'est une expression statique qui dit, en fait, récupère-moi MyFactory. Vous voyez qu'en bas, derrière, à chaque fois que je vais cliquer sur mon bouton, ça va régénérer mon composable. Donc, bof, pas top. Pas top ça. Donc ça, on ne fait pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez redemander une dépendance. Vous allez utiliser les API qui sont dispo, qui sont coin inject. Vous utilisez la fonction coin inject dans un composable et en fait, on va utiliser le cache de compose. Compose, il est là pour vous faire une arborescence de composants, comme un DOM dans le navigateur, des trucs comme ça. Mais du coup, lui, il est là pour optimiser le fait qu'il ne va pas tout recomposer votre UI. Donc en fait, on va utiliser ce cache. Donc, coin inject. Vous récupérez un truc dans un composable, c'est coin inject. Et si c'est droppé, en fait, si votre composable est détruit, en fait, l'instance va suivre tout seul le cycle de vie du composable. Vous n'avez pas à vous torturer. En fait, le truc, il est dans le cache avec votre composable. S'il est détruit, l'instance est détruite aussi. Vous pouvez faire la même chose, du coup, en default value. Donc, ce qui peut être intéressant parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir donner la bonne valeur que vous voulez. Par exemple, ici,
plutôt que d'utiliser par défaut Coin va être utilisé par défaut. Bah, si je fais du test ou si je veux un autre câblage, en fait, je peux donner la factory que je veux à la main, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne suis pas complètement 100% dépendant de Coin là-dessus. Pour trigger une recomposition et faire une recomposition dynamique, ça peut arriver, ça peut être volontaire. Ce qu'on peut faire, c'est demander justement à ce que l'argument soit réévalué. Et pour ça, on va demander des arguments dynamiques. C'est-à-dire que dans Coin, vous pouvez passer des paramètres pour que globalement, ça soit utilisé dans les factories ou dans les objets en tant que paramètres. Donc vous vous dites, par exemple, je veux passer dans ma factory mon click, parameters off, vous voyez une lambda ici. Et donc Coin va récupérer votre click et il va le donner à MyFactory pour le créer. Donc, vu que le nombre de clics augmente, eh ben, effectivement, ça va obligatoirement recréer une MyFactory instance ici. Donc ça, c'est cool. Ce qui est très cool aussi, c'est que du coup, vous n'avez pas à jeter tout ce qui est ViewModel. Ça marche. Et ça marche très bien aussi. Donc, Coin ViewModel. Hop, super naming, hein, bien sûr. Inject ViewModel. Donc là, on va aller chercher le ViewModel. Mais attention, là, il n'y a pas d'expression lazy. On ne fait pas de lazy dans les composables. Ça marche franchement pas très bien avec le compilateur. Et vous pouvez l'utiliser aussi dans le body. Donc, Coin ViewModel, mais attention, n'essayez pas de faire des expressions avec des lazy ou des delegates, en fait. Ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, votre ViewModel, il n'est pas du tout dans le cache de compose. Votre ViewModel, il dépend du cycle de vie de votre activité ou du fragment que vous avez câblé tout. Donc, attention, en fait, ça, c'est des choses que vous devrez prendre en compte. C'est-à-dire, si vous faites une petite abstraction de logique de composants, vous pouvez utiliser directement un présenteur avec une factory. Si vous avez votre ViewModel, vous ne dépendez pas du même cycle de vie. Vous ne dépendez pas du même endroit, en fait. Et ceux qui font de la navigation, qui veulent récupérer tout ce qui est navigation backstack, etc., tous les arguments vont être propulsés directement avec Coin Nav ViewModel, ici, cette fonction qui peut vous amener tout ça et qui vous permet de travailler sur les ViewModels dans la partie navigation. Donc, au final, notre architecture, elle ne change pas grand-chose parce qu'au final, on va garder notre abstraction, notre couche d'abstraction Factory ViewModel comme on l'a eu jusque présent, et sauf que dans notre UI Compose, on va utiliser la Compose API directement. La question, est-ce qu'on utilise des ViewModels ou pas? Parce que ça a été un petit peu le trash qui est passé dans la communauté, se dire, bon, en fait, on n'a même plus besoin de ViewModel parce que le truc, il suit complètement le lifecycle des composables. Donc, comment on fait? Là, dans ce cas-là, vous avez deux cas, en fait. Vous avez la partie stateholder, qui est une abstraction logique de l'état de votre composant, et la partie ViewModel. Et cette partie ViewModel, vous allez plutôt lui donner tout ce qui est global business, en fait. Vraiment les grosses règles que vous allez après redispatcher sur telle ou telle partie de l'écran. Donc, c'est plutôt cette stratégie-là qu'il faut que vous ayez en tête. Et en Coin, du coup, ce stateholder CoinInject plus une instance en mode factory ou votre ViewModel, Coin ViewModel plus une instance ViewModel. Voilà, donc pas très compliqué. Vous, ce qui va vous prendre du temps, c'est comprendre ce que vous découpez ou pas en stateholder, en ViewModel, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous passez en fait. Bon, là, on a fait de l'injection. Avant, il faut qu'on démarre un peu sur la partie contexte parce qu'il faut qu'on puisse comprendre un petit peu comment on setup une application Compose, sachant qu'en fait, maintenant, Compose, vous pouvez faire du Compose Desktop, vous pouvez faire de l'iOS, vous pouvez faire plein de choses. Donc, Coin vous permet de démarrer sur ça et on a plusieurs modes. Donc, si vous faites Coin Inject directement, vous n'allez pas taper dans le cache de Compose et vous allez essayer de taper dans l'espace par défaut de Coin, ce qui est bof parce qu'en fait, du coup, nous, par défaut, on va devoir fallback sur toute l'API Compose et dire, en fait, on n'a pas rien dans le cache pour toi, on est obligé d'aller rechercher des choses, donc vous aurez des warnings. Donc ce warning, il vous dira, mets Coin Context, en fait, au route de ton application. Comme ça, on sait que tu es dans une application Coin et que par défaut, on peut installer un contexte à partir de ce nœud-là, en fait. Donc, quand vous avez votre nœud central, vous pouvez installer le contexte à partir de cet endroit et en fait, après, tous les calls seront optimisés autour du cache de Compose. Si on est dans une appli Android, bien sûr, on peut même dire « je suis dans une Coin Android Context ». Comme ça, il va aller chercher directement dans le contexte de l'app Android. Donc, je disais qu'il y a un point de différence important ici, c'est qu'en fait, on a aussi la fonction Coin Application. Donc, Coin Application va démarrer une nouvelle application Compose Coin. Sauf qu'en Android, si vous mettez ça juste derrière une activité, si vous avez une rotation, si vous avez un changement d'état, en fait, il va redémarrer le Coin Application, il va essayer de recréer
une application Coin qui existe déjà, en fait. Donc là, vous allez prendre une erreur. Donc, vous ne l'utilisez pas. Ça, ce n'est pas utilisé pour démarrer votre contexte Coin, c'est plutôt pour démarrer une application full compose autonome, en fait. Par contre, il y a un usage qui est hyper important et qui est hyper bien, c'est que dans les previews, donc l'avantage de Compose, c'est que vous pouvez commencer à faire des petites previews. Quand vous commencez à designer vos widgets, vous pouvez faire des previews sur un bout de composant. Le problème, c'est qu'une fois que ce composant-là, il dépend de Coin, vous avez besoin d'un contexte. Et si vous n'avez pas forcément envie de mettre tout le contexte applicatif partout et de devoir redémarrer tout ce que vous avez besoin de redémarrer, donc à ce moment-là, vous pouvez effectivement utiliser dans vos previews Coin application et d'utiliser carrément des modules prêts pour vos previews. Donc par exemple, si vous avez un view model qui traîne avec un composable, vous allez pouvoir faire une preview assez rapidement avec ça, quoi. L'autre dernier point qui est intéressant, c'est que Coin plus Compose, vous pouvez faire des white label, enfin des applications white label ou des SDK. C'est-à-dire vous pouvez complètement isoler votre applicatif et votre client qui va utiliser votre SDK, il verra absolument pas ce que vous faites parce que vous serez isolé en termes d'espace mémoire. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous pouvez faire ça avec Coin, c'est-à-dire avoir un composable qui s'appelle Coin Isolated Context. Vous donnez votre contexte qui est complètement setup de votre côté dans votre SDK. Et en fait, votre application Compose, elle tourne à côté et il n'y aura pas de conflit. Et vous avez votre UI. Et du coup, tous vos composables, ils vont dépendre naturellement de votre contexte SDK. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt magique. Et donc, ça permet vraiment de développer son SDK avec de la UI quand on fait des flows, qu'on veut embarquer un flow dans une appli client. Et bien ça, c'est assez sympa et ça permet de le faire en fait. Dernier point un petit peu touchy, c'est que grâce à Compose on peut dynamiquement demander à Coin de démarrer un module particulier en fonction de là où vous êtes. C'est-à-dire un composable, il peut démarrer un module, le charger, et quand ce composable sera arrêté, en fait, on va décharger tous ces modules-là. Donc dynamiquement, on peut tracer des routes. Et par exemple, si vous avez une application qui a une partie freemium et que vous voulez commencer à activer la partie vraiment payante, en fait, vous pouvez charger le module qu'à partir de ce moment-là. Et vous n'avez pas trop à vous prendre la tête, vous utilisez Remember Coin Modules. Et lui, à ce moment-là, globalement, quand vous arrivez sur cette application, il va démarrer ces modules-là, enfin, sur ce composable. Et quand on va l'arrêter, il va dropper ce qu'on lui a demandé de charger, quoi. Donc ça peut être intéressant pour essayer de faire du routing dynamique, en fait. Donc tout ça, en fait, tout ce que vous voyez, en fait, c'est compatible aussi avec des frameworks pure Compose, donc Circuit, des Compose, qui sont des frameworks autour de Compose, qui sont on va dire des frameworks qui viennent accompagner l'intégration de cycles de vie, de changement d'événements, de state, etc. Donc ils ont leur factory, et ben, en fait, on peut brancher facilement Coin dessus. Et en plus, en détail, je vous rappelle un petit peu les petits trucs que vous pouvez regarder, mais il y aura tout ce qui est navigation, scope. Il y a Ben Weiss de chez Google qui travaille énormément sur tout ce qui est baseline profile. Baseline profile, c'est une optimisation au niveau de la compilation qui peut vous réduire le temps de démarrage pour Compose de 50%. Donc regardez, c'est quand même intéressant, parce qu'en termes de perf, des fois, on a un peu des surprises avec Compose. Compose multiplateforme. Donc ça, c'est le nouveau jouet un petit peu de cette année, donc ça, c'est cool. Enfin, de cette année, qui a déjà été lancé l'an dernier en bêta, qui est stable sur les parties Android et qui est en bêta côté iOS. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir écrire en full Kotlin quelque chose qui va utiliser Compose et qui va faire du rendering pour iOS, pour Android et pour d'autres types d'applications. Donc ça, c'est plutôt cool. On fait du Kotlin. Donc, tout est déjà multiplateforme. Tout ce que je vous ai montré, Getcoin, CoinInject, CoinApplication, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez déjà l'utiliser dans du code complètement multiplateforme. Et le truc qui date d'il y a 2 semaines et demie, c'est que Google, bon, pour ceux qui ont suivi, ils ont annoncé qu'ils avaient publié une grosse partie dans leur librairie en multiplateforme. Donc, c'est-à-dire qu'avec JetBrains, ils contribuent à un effort de pousser vers cette communauté-là. Et c'est assez early parce que ça vient de Compose 1.6.10 bêta.
qui a commencé à publier toute la partie lifecycle et view model pour le multiplateforme. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Google a complètement publié leur librairie Android. Ils ont publié toute la partie librairie. Ils ont commencé à faire un mapping de tout ce qui est lifecycle, tout ce qui est concept en fait d'architecture. Et en face, JetBrains vient mapper en fait tout ce qui est tous ces événements et toutes ces notifications en fait. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on a vraiment JetBrains et Google qui poussent vraiment vers ces multiplateformes et qui, je vais pas trop vite, et qui vraiment optimise vraiment la delivery de Compose pour ça en fait. Donc d'un côté Google et de l'autre JetBrains qui s'occupe vraiment de la partie iOS, quoi. Là, juste pour vous dire qu'effectivement, ça fait depuis le mois de mars qu'ils sont en rush quasiment tous les 10 jours. Ils sont en train de republier des versions à fond, donc c'est super pour des gens comme nous côté open source qui essayent de récupérer un peu les updates. Et donc Marcello de Google qui m'aide sur Coin, qui m'a aidé à intégrer la partie ViewModel en fait. Et aussi Sébastien Agner qui juste avant la Kotlin Conf me demande si c'est prêt, donc ça c'est cool. Mais voilà, c'est prêt en fait. C'est prêt dans la version bêta 4 avec la version de Compose 1.2.0. Et donc vous pouvez utiliser directement. Donc ouais, c'est un peu... non, ça va, c'est pas très moche. Donc ça, c'est l'API ViewModel de Compose. Et en fait, donc là, c'est Fleet. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Fleet un peu ici, qui est l'IDE que JetBrains est en train d'essayer de pousser pour pouvoir faire et du Swift et du Kotlin. Et ben en fait, dans mon appli Compose, je peux carrément utiliser Coin ViewModel et c'est dans du multiplateforme. Et j'ai juste à déclarer ViewModel de ma classe ViewModel comme si je faisais de l'Android. Et c'est magique et ça bind. Donc ça, c'est plutôt super chouette, quoi. Du coup, si vous voulez faire du Compose multiplateforme, c'est Coin Compose, la librairie, et l'extension avec la partie ViewModel et navigation, c'est Coin Compose ViewModel. Donc ça va être stable dans pas longtemps, quand j'aurai 5 minutes pour finir de pousser les derniers commits, et ça devrait le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi de l'autre côté, il y a la partie WASM qui apparaît, c'est-à-dire que déjà Compose permet de faire du web. Je ne sais pas trop jusqu'où ça ira, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, Coin a déjà préparé toutes les targets natives pour ça. Donc, du coup, vous pouvez faire du Compose avec Coin et du web en même temps, vous pouvez faire du WASM. Quelques tricks, en fait, sur la partie multiplateforme, parce qu'au final, le multiplateforme, c'est juste du Kotlin, non? Donc, au final, quand on va faire du Coin avec le multiplateforme, une fois qu'on a commencé à faire notre appli et qu'on ne fait pas du Compose, parce que là, ça devient un petit peu compliqué, on n'a pas toute la subtilité de ViewModel, etc. Eh bien, on va partager ces modules directement entre la partie native et les parties vraiment common de Kotlin. Donc en Kotlin, vous avez un mécanisme qui s'appelle expect actual, c'est-à-dire vous pouvez dire en Kotlin, cette partie-là, expect, normalement, ça devrait marcher, et actual, bah, voici l'implémentation Android et voici l'implémentation iOS, par exemple. Donc, on a, par exemple, donc, si vous faites un module Coin, vous pouvez le mettre n'importe où, en fait, dans votre code Kotlin. Vous pouvez déclarer avec, par exemple, si vous avez une librairie comme, comme le Ktor, qui est un client Kotlin multiplateforme, vous pouvez tout déclarer, en fait, directement dans votre code commun. Donc ça, c'est cool. Ça utilise directement KMP. Vous pouvez faire un include. Et si vous avez des trucs plateformes spécifiques, donc par exemple ceux qui font du SQLDelite, la base de données embarquée, bah, il va falloir vous initialiser vos drivers à la main sur chaque plateforme. Donc ça, c'est toujours un peu pénible. Mais globalement, du coup, vous avez à combler Coin de chaque côté où vous allez avoir des expected actual. Donc là, par exemple, le driver côté iOS. Oups. Je vais un peu vite. Vous pouvez donc démarrer Coin depuis la partie Swift. Pour ça, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une méthode d'appel de Coin qui va aller englober notre configuration pour éviter de passer tous les paramètres. On a une configuration par défaut. Et en Swift, en fait, on va aller chercher CoinKT, c'est le nom du fichier. Le problème de Compose, c'est qu'en fait, il ne fait pas de Swift. Et donc, on a un peu ce qu'on appelle le package... le conflit package, en fait, dans le sens où ils mettent tout dans le même package, et donc du coup, en fait, vous allez retrouver vos classes Kotlin comme ça. Donc vous appelez coinkt.initcoin. Et ensuite, comment on fait pour injecter en Swift? Ça, c'est le problème, encore, je dirais un peu aujourd'hui, qui n'est pas encore super polish en termes d'expérience développeur. On va avoir quelques patterns pour essayer de s'en sortir.
On a la partie wrapper, c'est-à-dire que globalement, on va faire une classe statique et on va aller chercher directement, on va exporter les composants dont on a besoin. Donc ça, c'est une façon de faire. Hop, une grosse classe statique sur nos composants qui sont un peu au milieu et on va aller les rechercher. Et en Swift, on va appeler cette classe statique et puis on va aller appeler notre getPresenter ici. Le problème, c'est que c'est en fait tout ce qui est générique, tout ce qui est inline, tout ce qui est la magie de Kotlin, en fait, ça passe pas directement en Swift. Donc vous pouvez pas bénéficier effectivement de la même magie. L'autre façon qu'on a de faire, c'est-à-dire, c'est d'aller instancier des objets depuis Swift qui vont créer leur instance et qui vont aller chercher leur dépendance tout seul dans Coin. Et ça, c'est fait par Coin Component. En fait, qui va aller, lui, on ne fait pas d'injection par constructeur, mais plutôt par propriété. Et à ce moment-là, en fait, ce truc-là, on peut le passer où on veut. Donc, par exemple, dans un view model Android, hop, par constructeur. Ou en iOS, et là, par exemple, je vais créer l'instance et lui, derrière, vu que c'est une classe Kotlin, il va aller chercher ses dépendances tout seul. Je ne vais pas trop dans les détails, parce que je pourrais vous parler de plein d'autres trucs, mais c'est assez encore... ça commence à être moins compliqué, mais c'est quand même encore une certaine expérience de pouvoir faire du view model en KMP. C'est pour ça que Compose, avec cette partie multiplateforme, qui est assez clé en main, c'est quand même assez sexy, quoi. Vous avez 2 frameworks qui font toute la partie KMM View Model si vous ne faites pas du Compose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut vous câbler toute cette partie de lifecycle que Google et JetBrains sont en train de câbler pour Compose. Donc là, c'est des gens qui ont pré-câblé justement toutes ces librairies et qui ont pré-câblé toutes les API pour vous. Bon, vous voyez, il y a quand même encore du taf pour tout préparer. L'idée, c'est quand même que Coin facilite au maximum tout ça, mais voilà, vous l'avez vu encore, assez in progress, quoi. Petit dernier truc, parce que soirée injection de dépendance, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas assez de sujets compliqués sur l'injection de dépendance. Pour ceux qui utilisent Coin et qui auraient des doutes sur la partie scalabilité, 2-3 points en fait. Ce qui est important en fait quand vous faites de l'injection de dépendance, et donc quand on est dans un contexte d'entreprise, c'est qu'on a besoin qu'il y ait de la sécurité en fait, pouvoir tester, être sûr que la configuration, on ne shoot pas une application en prod et qu'il n'y ait pas des problèmes. Et surtout, s'assurer qu'avec le temps, on commence à avoir des dizaines de modules. Comment on fait? Parce qu'effectivement, Coin et Runtime, même si l'optimisation du démarrage peut se faire, plus on a de modules, plus on va prendre, entre guillemets, un peu plus de temps pour essayer de lire votre configuration. Globalement, bon, je vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais vous verrez. Mais globalement, Coin, ça permet de sauver encore jusque Daggerhill 75 à 80% du temps de compilation. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est-à-dire quand dans les équipes où j'ai été, où on faisait du Dagger, etc., on mettait 20 minutes à compiler une application. La même application, elle va mettre souvent entre 75 et 80% de temps de compilation en moins. Donc ça reste encore un fait. Et derrière, Coin, en termes de performance, on a encore de l'espace, mais il faut imaginer que Coin, quand il va chercher quelque chose pour vous, c'est de l'ordre de 0,005 millisecondes à 0,01 millisecondes. Donc les performances, ça dépend de ce que vous faites derrière, en fait. Ce que vous pouvez faire, parce que du coup, globalement, vous pouvez faire du test, mais vous pouvez aussi tester votre configuration juste dans les parties JUnit. Si on n'a pas de vérification à la compilation, avec Coin qui est un DSL, globalement, en fait, vous pouvez faire un simple JUnit pour faire ça. Donc, vous ouvrez un JUnit, vous faites hop, vérification. Vous avez une variable qui s'appelle myModule, qui est un module Coin. Vous avez juste une fonction qui s'appelle verify, et lui, il va tourner votre configuration dessus. Ce n'est pas 100% magique, il y a encore des trous dans la raquette, hein, bien sûr, mais petit à petit, on améliore complètement le truc. Il y a aussi un Android Verify qui permet aussi de prendre certains types Android, bien sûr, en compte et d'éviter d'avoir à dire, effectivement, on a oublié le safe state handle ici ou là, quoi. Une chose, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui disaient check modules, mais check modules, c'est une API qui est de vérification de la configuration qui est là depuis un moment. Elle est déprecate en 3.6 parce que vraiment, on n'apportait pas assez de performance. C'était très compliqué à écrire. Donc, le but pour nous, c'est de vous faire gagner du temps. Si vous vous arrachez les cheveux pour se faire une configuration et de vérifier ça, ce n'est pas l'idée. Donc, ça sera déprecate. Vous pouvez faire du compile time safety, en fait, avec Coin. Comment? En fait, vous passez sur la partie Coin Annotation, donc qui utilise KSP, qui est le processeur d'annotation de Kotlin.
Donc, par exemple, vous avez des classes Kotlin comme ça, vous faites juste add single, pouf, bah, rien de plus en fait, parce que du coup, nous, on va détecter tous vos composants dans les constructeurs. Et en fait, à côté, on va se faire un module, on va dire bah, add module et add component scan, et on va dire bah, je scanne tel package. Et donc, globalement, en fait, il va vérifier par annotation tout ce qu'il y a derrière. Vous pouvez aussi créer un module à la main, comme on aurait créé le DSL. Le DSL, on aurait écrit la même chose dans un DSL Kotlin, mais là, en fait, vous pouvez aussi annoter un module et le faire un peu Dagger-like, peut-être plus léger quand même, mais vous pouvez annoter des fonctions qui vont exporter des définitions, en fait. Ce qu'il faut, par contre, c'est quand vous faites du KSP, vous devez activer l'argument coin-config-check, parce que sinon, effectivement, il ne se passe rien. La compilation, la safety compilation, elle est activée que quand vous le voulez, en fait. Et c'est intéressant parce que pourquoi? Le problème, c'est que Dagger, en fait, vous ne pouvez pas débrayer certaines parties, vous ne pouvez pas dire non, là, on arrête, je commence à essayer d'activer des trucs et ensuite revérifie-moi, en fait, mon graphe. Et donc, ça peut être assez frustrant, de mon point de vue. Donc, du coup, la décision, elle a été de faire une option vraiment activable à volonté, en fait. Derrière, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, bien sûr, parce que Dagger est plutôt une techno de génération de factory, etc. Donc là, KSP, avec la partie coin-annotation, va vraiment vous générer les quelques lignes de configuration coin que vous aurez écrit à la main. Mais là, en fait, si vous préférez faire des annotations, vous pouvez juste utiliser ça et on générera les quelques lignes pour vous, en fait. Donc l'overhead de compilation, il est vraiment, vraiment ultra léger, en fait. Une des problématiques d'un DSL Kotlin, c'est qu'en fait, en termes de type, on ne peut pas comprendre grand-chose parce qu'en fait, on a des fonctions, on a des choses qui passent et en fait, vu qu'on ne veut pas faire d'introspection, on ne veut pas alourdir votre code, eh ben, c'est compliqué d'essayer de deviner ce que vous voulez faire. Donc pour ça, en fait, Coin 4.0 va essayer d'amener un peu des travaux là-dessus pour essayer de ramener quelque chose de plus type-safe, en fait. Si vous voulez scaler en termes de chargement de modules, il y a effectivement une solution qui est du chargement en background. Plutôt que d'attendre, effectivement, plutôt que de bloquer le thread mine de votre application Android, effectivement, même si Coin peut aller assez vite, mais vous pouvez avoir des modules qui mettent du temps ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez faire, c'est dire, en fait, je passe le chargement de ces modules en background. Et ça, avec la partie coroutine, donc en fait, ça, c'est la manière dont on déclare deux composants avec un singleton avec le DSL de Coin. Donc en fait, single off, 2 fois 2 points et la classe. Et donc du coup, on va aller chercher le constructeur, on remplit ce qu'il faut et du coup, il remplit my repository et my presenter. Donc si ça prend vraiment trop de temps, en fait, on va passer sur la notion de lazy module qui va en fait éviter de précharger toute l'indexation pour vous. Et en fait, on va le passer dans les coroutines et vous allez pouvoir être notifié ou vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en fait avec ce chargement background. Donc, deux choses. Vous pouvez dire j'attends que ça finisse, par exemple, wait au start jobs, mais vous pouvez aussi du coup vous passer la main. Comme ça, vous pouvez charger le reste de vos frameworks si vous avez plein d'autres trucs qui prennent du temps. Et ensuite, après, vous laissez Coin charger ou vous pouvez également être notifié une fois que Coin a démarré cette partie loading. Une des stratégies aussi que je préconise, c'est de faire du 80-20, c'est de dire effectivement, vous avez vraiment 20% bloquants qui sont le ou les premiers écrans pour être sûr qu'on ait tout. Et après, le 80% du reste de l'appli, vous l'avez en lazy. Et en fait, vous continuez à scaler, votre application et votre démarrage ne bougera jamais plus. Et du coup, vous êtes assez safe là-dessus. Et vous pouvez même mixer module et lazy module, bien sûr. Donc ça sera stable en 3.6. Et voilà. Donc on va passer, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, c'est cool. Donc ça, c'est la communauté des contributeurs. Il y a pas mal de monde qui vient contribuer sur Coin, donc c'est hyper important. Je les remercie tous parce qu'effectivement, c'est important d'avoir le feedback de tout le monde, de savoir quand ça marche comme quand ça marche pas, surtout quand ça marche pas, bien sûr. Si vous voulez joindre, vous avez le site Coin, c'est insertcoin.io, le Twitter, le Slack. Sur Kotlin Lang, vous allez sur le channel Coin, bien sûr. Et si vous voulez lever une issue, vous êtes le bienvenu, même une issue dans la documentation sur mon anglais parfait. Vous pouvez aussi m'aider à écrire la doc.
on a besoin du feedback de tout le monde, surtout des nouvelles features, etc. Donc, c'est super bien. Pour ceux qui n'ont jamais fait de coin, vous pouvez aller sur le site et il y a quelques tutoriels qui vous permettent d'aller jouer avec différents types d'applications, du view model, du compose, des annotations, du multiplateforme. En quelques minutes, 5-10 minutes, vous avez de quoi jouer, vous clonez un repository GitHub et vous pouvez jouer, tout est prêt, quoi. Derrière aussi, pour ceux qui connaissent, Google a publié une application qui s'appelle Now in Android, qui est une application qui démontre un peu tous leurs best practices et leurs patterns. Cette application, elle est faite avec Dagger, donc forcément, j'ai fait la version avec Coin. Vous pouvez la retrouver sur notre GitHub, mais si ça vous intéresse, nous, on a fait un white paper, parce qu'il y a à peu près 30 pages pour essayer d'expliquer comment on passe de Dagger à Coin, quels sont un petit peu les pendants, qu'est-ce qu'on a migré et pourquoi. Voilà, je pourrais vous redonner le lien sur GDG Toulouse pour vous redonner le lien. Et vous pouvez trouver l'appli sur le dépôt GitHub de Coin, en fait. Donc, vous pouvez jouer avec les deux versions, version DSL ou version annotation. Coin, du coup, avec des évolutions de framework dans tous les sens des écosystèmes, parce que Coin, ça permet aussi de faire du back-end avec Ktor, des choses comme ça. Du coup, le cycle de déploiement de Coin, c'est tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui arrive. Donc là, en ce moment, c'est la dernière version 3.5. Et donc, le support communautaire va bientôt terminer au profit de la version 3.6 qui va arriver d'ici, normalement, fin juin. Peut-être dès cet été, j'espère. Coin 3.6 et Kotlin 2 est prêt pour Kotlin 2. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que globalement, vous n'avez rien à faire. Toute l'API a été testée pour vous. Moi, j'ai participé au test avec JetBrains là-dessus. Pas mal de choses qui vont arriver sur la partie multiplateforme et toute la partie verification API qui doit continuer d'évoluer. Et pour les gens qui font du back-end, aussi un petit peu de Ktor 3. Donc ça sera pas mal. Connotation, il y a pas mal de contributions, pas mal d'évolutions, en fait, pour continuer à améliorer la partie annotation qui est plutôt bien. Google est plutôt tanké là, sur la partie KSP. Ils n'arrivent pas à passer des stats sur la partie génération de Java, génération de Kotlin, etc. J'ai pas encore complètement vérifié tous les impacts avec KSP2. KSP2, en fait, c'est la partie, c'est le processing d'annotation pour Kotlin, mais avec la nouvelle génération de compilateurs. Et donc ça, il y a encore, pour tout ce qui est KSP, il y a encore pas mal de pots cassés. Donc moi, je n'ai pas encore statué complètement là-dessus. Mais effectivement, toutes les technos qui utilisent du KSP, ils ont pas mal de glitch sur ce truc-là. Coin 4.0, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir balancer toutes les API deprecated qu'on se trimballe depuis des années. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et surtout, on va pouvoir retravailler sur le moteur, ramener pas mal de choses. Tout ce qui va être testabilité et tout ce qui est type safety sur la partie DSL. Donc ça va être plutôt sympa. L'idée vraiment, c'est de continuer à faire de Coin quelque chose qui est vraiment, qui a vraiment les capacités d'un conteneur léger, c'est-à-dire qu'on a des callbacks sur les lifecycles et qui permet vraiment de s'intégrer dans beaucoup d'écosystèmes. Bon, je vais quand même vous embêter par rapport à ce que je fais moi à Codilla. Codilla, donc du coup, c'est la société que j'ai créée pour essayer de pousser Coin et toute la partie open source. Donc on fait le support d'entreprise, donc on peut aider sur tout ce qui est Coin en fait. Et à côté de ça, on fait du DevTool, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui vient comprendre ce que vous faites dans votre application Kotlin et qui vient vous aider à débugger votre architecture, vos performances autour de tout ce qui est Coin, injection, et bien sûr, tout ça est compatible KMP. Donc, on a par exemple une timeline qui décrit vos événements comme dans le profiler Android, et nous, on est capable d'anticiper vos allocations mémoire et de vous dire ça, vous n'avez pas droppé, ça, vous refaites de la surallocation, ou vous avez des arborescences vraiment trop nombreuses. Et voire même, on est capable de vous dumper directement à quel endroit vous avez utilisé quoi en termes de conso CPU. Donc tout ça sans que vous ayez instrumenté, et en termes d'impact, on est vraiment très léger. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de vous aider à comprendre et à débugger votre arborescence d'architecture et de comprendre à quel endroit vous avez un problème d'intégration avec une librairie tierce, à quel endroit vous avez eu un problème de développement sur tel ou tel view model, et par exemple, vous êtes en train de récupérer la terre entière sur cette partie de l'application. On a quelques clients, Plum, qui nous aident, on les aide à monitorer leur architecture qui est que stateless. C'est assez rigolo parce qu'en fait, ils ne créent aucun état, ils recréent tout dans tous les sens, donc ils surveillent leur performance de près.
Nos copains Liberty Rider de Toulouse, eux, on les aide aussi à monitorer tout ce qui est intégration, third party et les performances. Et ils font aussi du SDK, donc on les aide là-dessus. Et on aide aussi à monitorer toute l'application Canal+, donc tout ce qui est leur player vidéo, on aide à monitorer tout ce qui est création d'objets, les scopes, tout ça, etc. On peut en discuter si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller aussi sur codila.io. Ah, voilà, c'était mon petit moment de pub. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour des questions, du coup? 3-4. OK. Oui, au fond. Si je comprends bien, l'idée, ça va être de les faire apparaître, d'abord les modules que j'aurais besoin sur mon écran 3-4. Et qu'est-ce qui se passe si mon utilisateur navigue ultra vite et se retrouve sur cet écran? Pour l'instant, il n'y a pas de type safety, donc en fait, tu prendras une erreur comme si tu n'avais pas les modules, mais globalement, la vitesse, enfin, le chargement en background est très très rapide. Donc, tout ce qu'on a benchmarké, c'est que globalement, le temps que tu arrives sur ton premier écran, tout était déjà chargé. Donc, il faudrait vraiment quelqu'un de très rapide et que le téléphone affiche tout pour que. Après, voilà, on n'a pas vraiment de safety pour te prévenir de ça. Par contre, tu peux, si vraiment c'est quelque chose que tu veux t'assurer, tu peux, avant d'arriver sur l'écran 3, dire au fait, Coin, est-ce que tu as fini de charger en fait? C'est ça, ouais. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Voilà. Merci à vous. Pour actualiser la page, c'est pas F5. Qu'est-ce qui est depuis là? Ah ouais, ok. C'est bon? Ouais. Attends, ça produit. Et juste entre les deux talks, petite présentation par notre sponsor, Anthony. Bonjour à tous, c'est la publicité. Donc on va commencer par est-ce que vous avez bien utilisé tout votre compte CPF? Allez, on est parti. Donc bon, il y a une grande majorité d'entre vous qui développent sur Android. Vous savez que c'est un SDK qui est plutôt difficile d'accès. Bon, vous n'avez peut-être pas fait attention si vous n'avez pas eu des étudiants à côté de vous qui l'apprennent, mais c'est quelque chose qui est assez difficile. Aujourd'hui, c'est un SDK qui monte. Moi, en tant que formateur, par exemple, je forme beaucoup de gens qui passent de C++ vers Android. Parce qu'en fait, les objets connectés, petit à petit, en fait, ils abandonnent le C++ et ils passent pour les mettre directement avec un OS Android dessus, puisqu'on a atteint certaines performances et ils trouvent ça plus simple. Pareil, Xamarin a petit à petit été abandonné. Par exemple, là, Airbus, je sais qu'ils ont réduit le Xamarin et même chose, je me retrouve à former des développeurs C# qui petit à petit arrivent sur Android, surtout avec l'arrivée de KMP qui vient en fait prendre la place.
Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est compliqué. Beaucoup de versions. Si vous abandonnez le développement Android, que vous revenez 2-3 ans après, vous êtes noyé. Quand vous démarrez, généralement, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup avec les étudiants. Dès le démarrage, il y a des erreurs qui sont complètement frustrantes. On peut passer des heures sur des simples erreurs que moi, je vois chaque semaine, donc je les corrige en quelques secondes. Et après, il y a le jeu des tutos aussi. Par exemple, la grande blague qu'a fait Google, c'est que quand vous créez un nouveau projet, en fait, la plupart des tutos disent New Empty Project. Sauf qu'avant l'arrivée de Compose, en fait, New Empty Project, c'est la version avec les XML. Puis ils se sont dit, ça va être sympa de mettre le même nom pour un Compose. Et donc maintenant, quand vous faites un New Empty Project, vous vous retrouvez avec un projet Compose. Et l'ancien, il s'appelle New Empty Activity. Et donc ça veut dire que ça a invalidé tous les tutos d'avant. Donc je ne vous explique même pas le nombre de personnes qui sont restées bloquées sur les tutos parce que les projets n'avaient rien à voir. Alors donc pourquoi une formation ? Tout simplement pour résoudre ce besoin. Donc une formation généralement permet de pouvoir intégrer des personnes rapidement. Donc ça peut être des nouveaux développeurs, donc ça peut être des gens qui veulent tout simplement aussi tester un peu toutes les technos avant de se lancer. Donc ça permet un apprentissage qui est quand même accéléré. Donc en une semaine, on découvre Kotlin, on découvre les bases d'Android. Alors bien sûr, en une semaine, on ne sera pas expert Android, mais ça permet déjà de se débrouiller, de faire, j'ai envie de dire, une base d'application, d'avoir un squelette, d'être capable d'aller suivre des tutos, d'être capable de différencier par exemple un tuto Compose d'un tuto XML et d'intégrer et de se débrouiller après par soi-même. Donc là, je vous montre un exemple de programme Android, celui que je trouve aujourd'hui utile. Donc, généralement, il va y avoir l'apprentissage de Kotlin, puisque la plupart des gens ne connaissent pas forcément Kotlin. On va voir un peu tous les aspects que propose Kotlin, tous les avantages de ce langage. Ensuite, on va venir sur Android Compose. Donc, pareil, on va découvrir cette façon de travailler qui est un petit peu nouvelle, surtout pour ceux qui viennent de langages anciens. Donc là, je montre les bases, la base de l'architecture. Et après, je fais une petite journée quand même sur l'ancienne version, donc avec la navigation fragments, les XML, pour voir un peu déjà comment ça se passe dans l'autre façon de fonctionner, parce que même si y en a qui sont en full Compose, il y a toujours des gens qui préfèrent quand même une navigation par fragments et quitte à garder que lui sur Compose. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être capable de se débrouiller, de faire une application rapidement et d'avoir un squelette de base, ce qu'on a étudié tout au long d'un fil rouge. Alors, me concernant, du coup, moi, je suis développeur Android, je me suis spécialisé et petit à petit, je suis passé sur la formation parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, je donne des formations sur Android, mais après, sur tout l'univers qui est autour, c'est-à-dire Kotlin, Java, Jakarta, Spring. Et donc là, généralement, en tant que formateur, l'été, on n'a pas trop de formations. Et donc là, cet été, je prévois justement de préparer une formation pour KMP, puisque c'est quelque chose qui commence à avoir de la demande. J'ai également tourné des vidéos de formation donc pour LinkedIn et Visiplus. Bon, malheureusement, en fait, le temps qu'ils fassent les vidéos, qu'ils les publient, généralement, c'est déprécié. C'est comme ça. Donc là, en 2023, voilà, je travaille avec des écoles de reconversion. Donc là, on est vraiment à un niveau de personnes qui débutent, qui apprennent le développement depuis quelques mois. Aux écoles d'ingénieurs, donc là, ils commencent à chercher un peu l'aspect un peu plus technique. Aux entreprises, où là, on est vraiment des gens qui comprennent très rapidement et on pousse la semaine un petit peu plus loin. Alors là, en fait, le PowerPoint que vous voyez, en fait, c'est le support de cours que j'utilise. J'ai abandonné en fait le PDF et je fais un support de cours qui est à la fois me permet de faire l'animation du cours, mais également qui permet de passer derrière pour jouer un petit peu avec et en fait être capable de se débrouiller tout seul. Donc c'est un support en ligne qui me permet par exemple de mettre tout simplement des onglets et des animations qui va me permettre d'expliquer au fur et à mesure. Et donc par exemple sur mon cours Spring, j'ai la version Kotlin, la version Java, parce que j'ai un peu les deux besoins. Ça me permet aussi également de mettre des vidéos pour montrer des petites manips à faire, parce que ça évite en fait que les gens soient vite à recopier en même temps que moi, et ils peuvent reprendre à leur rythme. Donc là, c'est un exemple de TP. Donc mes TP sont très assistés. Ça, c'est surtout pour les étudiants de reconversion et d'école d'ingénieurs, qui en général, pendant que je parle, dorment, mais derrière peuvent quand même faire le TP. Donc, voilà, on va se retrouver avec vraiment des détails, des liens qui vont expliquer après, pour chaque mot-clé, je vais aller, voilà, par exemple, lazy colon, qu'est-ce que c'est ? Hop, je clique, ça m'amène à l'endroit du lazy colon et qui permet un peu, petit à petit, de faire l'apprentissage des différents mots-clés. Et une fois que le TP est terminé, plutôt qu'il se dépêche de prendre la correction sur moi, j'active la correction, c'est l'avantage du en ligne,
Et je vais pouvoir, par exemple, sur chaque fichier, indiquer les petits détails des modifications qui ont été faites sur ce fil rouge au fur et à mesure. Donc les formats, généralement c'est une semaine. Après, tout dépend des formations. Par exemple, les formations Kotlin sont en général plutôt sur 2-3 jours. Je fais du collectif. Donc là, c'est vous inscrivez à une de mes sessions de formation, mais également de l'intra, où je vais dans les locaux des entreprises, tout simplement pour les former et adapter des fois les programmes en fonction de leurs besoins. Je fais du distanciel et du présentiel. Je me suis déplacé un petit peu dans toute la France. Et je travaille avec un partenaire qui prend en charge donc, tout ce qui est CPF, OPCO, etc. Alors maintenant, pourquoi moi ? La première chose déjà, c'est que mon cours est à jour. Je me suis retrouvé, sans vouloir, en 4e lien Google. Si vous tapez Android formation Android Compose, je me suis retrouvé en 4e lien Google. Donc ça veut dire que je bats les Orsys, les eBay, etc. Tout simplement parce que leurs cours ne sont pas à jour. Donc là, aujourd'hui, on m'a encore envoyé une demande de cours, si ça peut vous donner une idée, où dans le programme, il y avait marqué, par exemple, Async Task. Donc, il y a vraiment un lien, en fait, un décalage qui existe entre les programmes de formation. Ça va trop vite pour les organismes. Et du coup, moi, je suis à jour. J'essaye, du moins. C'est pas facile, mais j'essaye d'être à jour tout en essayant de calibrer mes cours. Donc, mes cours sont calibrés. Mes cours et mes exercices ont été testés à plusieurs reprises. Et en général, si dans les écoles de reconversion, ils arrivent à les faire, en entreprise, c'est les vacances, quoi. Ensuite, je ne suis pas un organisme de formation, je suis tout seul dans mon organisme de formation, ce qui fait qu'à partir du moment où vous me réservez un créneau, la session est maintenue, même si je n'ai qu'un seul participant. Là, c'est quelques avis que j'ai eu des entreprises qui, justement, ont plutôt bien aimé mon support, et pareil pour les écoles qui sont contents de pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc voilà, ici, les prochaines sessions. Donc c'est surtout la rentrée, septembre-décembre, c'est la période estivale des formateurs. Toutes les entreprises ont des quotas de formation à écouler, donc généralement on est assez demandé. Et à l'inverse, nos vacances sont plutôt juin-août. Je laisserai également un lien pour voir le programme de la formation, aussi la présentation sur un message sur le Meetup, et je laisserai quelques cartes de visite à l'entrée. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour le soutien, et puis on va enchaîner sur le second sujet avec Nicolas et Julien. Vous pouvez les applaudir très fort. Bien. Merci d'être venus aussi nombreux, ou du moins d'être restés après la brillante intervention d'Arnaud. On a encore appris beaucoup de choses sur Coin, qu'on utilise pourtant tous les jours. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un petit combat entre Coin et Hilt, qui sont donc deux librairies d'injection de dépendance que vous connaissez certainement très bien si vous êtes développeur Android. Et puis, si ce n'est pas le cas, maintenant, vous connaissez au moins Coin. Okay. C'est bon ? Ok. Donc pour commencer, déjà, qui sommes-nous ? Donc on n'est pas des créateurs de bibliothèques d'injection de dépendance, on est des utilisateurs. Et donc ce soir, je suis avec Julien, qui est tech lead mobile à la Factory de Soprasteria de Toulouse depuis quelques années maintenant. Et moi, Nicolas Boutin, tout pareil que Julien, tech lead mobile à la Factory, également depuis plusieurs années. Et on partage la même passion, le même intérêt pour Android, Kotlin et de plus en plus la programmation de Kotlin multiplateforme. Donc pourquoi est-ce que ce soir on vous a proposé cette petite battle entre Coin et Hilt ? C'est parti d'un questionnement qu'on a eu en interne déjà à la Factory, de savoir, vu que nous on utilise Hilt depuis, on va dire toujours, depuis qu'Hilt on utilise Coin depuis toujours, c'est l'absus non révélateur. Savoir, est-ce que ça vaut le coup de passer à Hilt ? C'est vrai que pour nous, Coin, ça a été longtemps une évidence, parce que c'est un framework qui est efficace, rapide, facile à utiliser surtout, et écrit en Kotlin. Et du coup, je vais prendre un peu mes notes. Globalement, pendant plusieurs années, c'est, de notre point de vue, une librairie qui a laissé tous ses concurrents sur le carreau, à commencer par l'antique Dagger, parce qu'il avait déjà utilisé, qui était longtemps proposé comme framework officiel par Google, mais qui en fait était à peu près l'exact opposé de ce qu'est Coin, à savoir difficile d'accès, écrit en Java, plutôt ancien. Voilà.
Mais voilà, 3 ans maintenant en fait que Google a proposé une alternative, une surcouche de simplification sur Dagger, et qui nous promet en fait de faciliter du coup l'accès à Dagger, un peu à l'instar de ce que propose Coin du coup en termes de facilité d'accès. Et donc l'année dernière avec Julien, on s'est intéressé pendant quelques jours à tester les 2 librairies, à les mettre en concurrence dans leur usage, dans les performances, afin de voir si effectivement Ilt était une bonne alternative à Coin, si on devait basculer ou pas. Donc l'idée derrière aussi cette petite exploration qu'on a fait avec Julien l'année dernière, c'était de présenter à nos équipes de la Factory quel était l'intérêt d'utiliser une librairie d'injection de dépendance et quels étaient les concepts en fait qui se cachaient derrière. Et donc je vous propose un peu de reprendre la même démarche ce soir pour notre présentation, en commençant par une présentation un peu de qu'est-ce que ça nous apporte nous dans nos applications au quotidien d'utiliser un framework d'injection de dépendance et comment on l'utilise, quel que soit le framework que vous allez choisir. Du coup, quand on parle d'injection de dépendance, il y a quelques concepts qui sont liés et qu'il faut comprendre aussi, dont celui d'inversion de dépendance et celui d'inversion de contrôle. Le concept d'inversion de contrôle, l'idée, elle est très simple. Il suffit de prendre la métaphore en fait, du conducteur et du chauffeur. Si vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, vous pouvez prendre votre voiture et y aller. Mais dans ce cas-là, vous allez mettre votre GPS, vous allez choisir votre voiture, vous allez payer la révision, vous allez mettre de l'essence, etc. Ou alors, vous allez prendre un chauffeur. Dans ces cas-là, vous allez dire à quelqu'un moi, je veux aller ici. Et puis, cette personne, elle va mettre à disposition sa voiture, son GPS, etc. Elle va tout faire pour vous. Et l'inversion de contrôle, c'est exactement ce principe, mais appliqué à nos applications. C'est-à-dire qu'on va déléguer à un cadre externe, en fait, la fourniture des services que notre application va utiliser. Le deuxième concept important à comprendre, c'est celui d'inversion de dépendance. En fait, en gros, on va partir du principe que les composants de haut niveau n'appellent jamais directement les composants de bas niveau. Les couches de notre application, elles vont être reliées entre elles par des interfaces. Donc, par exemple, si vous avez un objet A, on va dire que c'est une classe de logique métier dans votre application, et un objet B, c'est une source de données qui porte, par exemple, un client HTTP. La voie la plus simple pour aller faire votre appel pour récupérer vos données depuis votre classe de traitement, vous instanciez votre objet B dans votre objet A, vous faites votre appel HTTP, vous avez vos données, vous êtes content. Et puis voilà. Seulement le jour où vous voulez changer de source de données ou votre librairie de client HTTP elle est dépréciée, etc., c'est toute votre application que vous allez devoir changer en fait. Du coup, le principe d'inversion de dépendance, il instaure le fait que mon objet A, il va pas parler directement à un objet B, mais il va appeler une interface, et mon objet B va proposer une implémentation de cette interface. On peut reprendre encore une fois la métaphore du conducteur et du chauffeur, où l'idée c'est je veux aller ici, et puis il y a quelqu'un qui va dire moi je peux le faire. Voilà. Et donc l'injection de dépendance et les librairies d'injection de dépendance, c'est exactement ce qu'elles vont nous permettre de mettre en place, c'est-à-dire un mécanisme qui va fournir à notre objet A une implémentation de notre objet B, et du coup, tout est bien respecté, et nos couches sont bien séparées. Et donc les avantages d'utiliser une librairie d'injection de dépendance, en tout cas à notre niveau, c'est ce qu'on appelle la séparation des préoccupations. Donc c'est ce que je viens de montrer. En gros, vos différentes couches de l'applicative, elles vont pas être dépendantes. Donc la couche de traitement des données, par exemple, va pas être dépendante d'une source particulière de données. Le deuxième avantage, c'est bien sûr la testabilité, puisque si vos couches sont interchangeables, on va dire, vous pouvez remplacer une source de données facilement par un mock ou ce que vous voulez. Et puis le dernier avantage, c'est bien sûr la maintenabilité, comme l'a mentionné tout à l'heure Arnaud, puisque quand vous allez devoir mettre à jour un composant, c'est pas toute votre application que vous allez casser, mais c'est juste le composant en question. Voilà, je passe maintenant la parole à Julien. Yes. Et merci. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet de la battle, on va faire un petit tour sur l'histoire quand même de Coin et de Ilt. Bon, même si Arnaud nous a déjà présenté Coin, on va le refaire quand même rapidement. Du coup, pour rappel, Coin, ça a été créé en 2017 donc par Arnaud qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. En 2018, Coin, c'était déjà un des frameworks Kotlin les plus populaires. Actuellement, il est maintenu du coup par la société qui a été créée par Arnaud aussi, et qui s'appelle Codezilla, et qui est aussi activement maintenu par la communauté open source.
Et donc comme ça a été dit tout à l'heure aussi, pour rappel, Coin est un système d'injection de dépendance qui fonctionne au runtime, c'est-à-dire que toutes les dépendances vont être résolues au runtime et pas à la compilation. Et face à Coin, du coup, on va retrouver Hilt, qui a été créé en 2021 par Google. Donc c'est en fait une surcouche de simplification à Dagger, qui était le système d'injection de dépendances de base fourni par Google et officiellement supporté sur Android. Et du coup, ils ont décidé en 2021 de faire une couche de simplification parce que clairement, Dagger, c'était horrible à utiliser, quoi. Et donc, côté Hilt, c'est du coup maintenu forcément par Google et ils l'ont intégré directement à leur écosystème de librairie Jetpack. Donc, ça suit un peu le rythme de leur développement sur les libs Jetpack. Et contrairement à Coin, du coup, Dagger, enfin Hilt, du coup, la surcouche par-dessus Dagger, va résoudre les dépendances du coup à la compilation et pas au runtime. On verra que ça aura son importance dans la petite comparaison par la suite. Et donc maintenant, si on rentre dans la battle, nous, du coup, avec Nicolas, comme il a dit tout à l'heure, on a décidé en fait de mettre en application ces deux frameworks dans la même application et de voir un peu comment ça se comportait en termes d'utilisation du framework et en termes de performance, que ce soit en termes de compilation, de chargement, enfin de démarrage, pardon, et de taille de l'APK, par exemple. Et donc, pour faire notre petite application, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un exemple relativement basique. On a fait une application qui affiche des actualités globalement. On a pris une stack technique qui est relativement classique sur Android et qu'on a l'habitude d'utiliser sur tous nos projets. Donc, ça va être un pattern MVVM. On a utilisé du Ktor pour le networking, du Compose, bien sûr, du Kotlin Flow pour tout ce qui est asynchrone. On a utilisé une petite base de données Room pour avoir un stockage local et pour être plus réaliste par rapport à toutes les applications qu'on a l'habitude de faire. Et ensuite, on a mis en comparaison Hilt et Coin dans deux versions de la même application globale. Et donc maintenant, je repasse la main à Nicolas qui va vous expliquer du coup comment ça se passe. Merci. Du coup, pour avant d'utiliser une bibliothèque d'injection de dépendance, quelle qu'elle soit, il va falloir l'initialiser. Et donc, côté Coin, on a quelque chose qui ressemble à ça, comme vous voyez sur la gauche. Donc, en gros, on a une liste de modules qu'il va falloir initialiser dans notre classe application. Côté Hilt, là, on a quelque chose d'un peu moins, pour le coup, d'un peu moins verbeux, d'un peu plus court, puisqu'on a juste à annoter notre classe application avec le mot-clé Hilt Android App. Là, la tendance s'inverse par contre, et clairement, c'est beaucoup plus synthétique côté Coin. Donc, on a nos modules, donc ceux qu'on a instanciés dans la classe application, qu'on vient de le voir. Donc, ces modules, c'est un peu l'intelligence du mécanisme d'injection de dépendance. C'est les fonctions dans lesquelles on va décrire quelles sont les classes qu'on veut injecter dans le contexte de notre application et quelles sont les classes qu'on veut lier aux interfaces qu'on va utiliser. Et donc, côté Coin, par exemple, vous allez avoir sur la première ligne Factory of Remote Data Source. Donc, à chaque fois que dans l'application, vous allez avoir besoin d'utiliser un Remote Data Source, Coin va se charger de fournir l'instance de Remote Data Source telle que décrite ici. Et vous avez aussi le mécanisme de bind pour lier une implémentation spécifique à une interface. Et là aussi, encore une fois, c'est assez concis. On viendra sur les mots-clés Factory, Single, tout à l'heure. Et Arnaud, de toute façon, l'a déjà bien présenté dans sa présentation. Côté Hilt, ça se complique honnêtement, surtout quand on a l'habitude d'utiliser Coin. Donc, on a des modules qui sont beaucoup plus longs, avec beaucoup plus de choses, et en plus des manières d'injecter les classes qui sont diverses. Parce qu'en fait, il y a trois manières d'injecter des classes avec Hilt. La première, c'est d'utiliser dans un module le mot-clé @provide. Et donc là, on va faire la même chose que le factory of, en gros, sur la gauche, côté Coin. On va dire, ma remote data source, c'est telle instance de remote data source quand j'appelle l'application. Il va y avoir une deuxième manière de faire. Là, c'est quand on veut relier une implémentation à une interface, à condition que notre implémentation n'ait pas d'argument dans son constructeur, ce qui limite déjà les choses. Donc, on va pouvoir utiliser le mot-clé bind et la notation bind, et écrire, comme vous voyez sur la dernière ligne, bind news repository, et lier mon implémentation au news repository.
Et la troisième manière, c'est d'utiliser l'injection par constructeur, comme vous voyez là sur la droite, et qui en gros équivaut à l'injection dans le module avec provide, sauf que c'est différent. Juste on l'injecte dans le constructeur. Nous, on n'est pas fan de ça. Alors déjà, vous pouvez voir, c'est un peu confus, parce que même dans la documentation, c'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'on doit utiliser add-provide, add-binds, quand est-ce qu'on doit faire une injection par constructeur. Dans pas mal d'exemples de projets Android, on a vu des gens qui utilisaient parfois les deux, le provide et l'inject, alors qu'en fait, il faut pas, enfin, ça sert à rien. Donc, il y a déjà une ambiguïté là-dessus qui nous plaît pas du tout. Et la deuxième chose, c'est que côté coin, là, vous voyez, à partir du moment où on a déclaré les classes dans le module, et c'est complètement transparent. On a un constructeur normal, une classe Kotlin normale. Et donc, on a quelque chose qui est vraiment pas du tout invasif dans le code. Alors que côté Hilt, on conserve un peu ce qu'on a, le mécanisme par annotation de Dagger avec quelque chose qui est quand même beaucoup plus présent dans le code et qui, du coup, rend le code plus dépendant du framework de direction de dépendance qu'on utilise. Donc, mauvais point pour Hilt. Yes. Du coup, maintenant, Nicolas vient de vous montrer comment ça se passe pour injecter globalement dans des classes lambda. Et maintenant, comment ça se passe du coup si on veut injecter mais dans des composants Android. Donc, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, dans un composant Android, on ne peut pas facilement injecter des trucs dans un constructeur, parce que sinon ça ne fonctionnera pas avec le composant Android. Et donc, on a à gauche du coup la façon de faire de coin, donc qui vous a déjà été présenté tout à l'heure, soit en utilisant le lazy inject possible grâce à Kotlin justement, donc en créant une propriété et en faisant un by inject, ça va nous fournir l'implémentation de notre service et on va pouvoir injecter dans notre composant Android grâce à ça. Ou alors tout simplement en faisant avec le mot-clé get, toujours via une propriété. Et côté Hilt, du coup, comment ça se passe? C'est totalement différent pour le coup. On va avoir une annotation, du coup, on va noter notre composant Android at Android entry points, et ensuite, pour injecter à l'intérieur, du coup, on va utiliser la notation at inject sur notre propriété pour pouvoir l'injecter. Maintenant, comment ça se passe du coup? Pareil, si on veut injecter dans des composants Android mais qui ne sont pas compatibles avec notre framework d'injection de dépendance, côté coin, du coup, ça va être exactement le même principe. Il faut juste étendre le composant avec coin components et ça va nous fournir les mêmes méthodes, donc soit la version lazy, soit avec le mot-clé get. Et côté Hilt, ça se complique clairement parce qu'il faut créer soi-même un entry point avec une interface, l'installer, etc. Et encore là, j'ai pas mis tout le code parce que du coup, il faut aller ensuite rechercher avec un mot-clé spécifique et le réinjecter dans la classe. Donc c'est un peu un enfer. Sur ça, je pense que je vais passer très vite parce que du coup, Arnaud vous l'a déjà montré tout à l'heure, comment ça se passe pour injecter dans du compose. Globalement, on peut créer une variable, on a le mot-clé. Donc là, pour le coup, c'est pour des viewModel spécifiques Android. Donc on a CoinViewModel qui nous permet de le faire, ou soit directement dans le constructeur avec toujours CoinViewModel. Et côté Hilt, en soi, c'est très similaire pour les viewModel. Juste le mot-clé qui change, du coup, on peut faire via Hilt viewModel ou du coup via viewModel. Avant, ça s'appelait Hilt viewModel dans le constructeur aussi, et maintenant ils l'ont passé en viewModel, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont décidé de le faire. Ce qui peut être un peu confusant d'ailleurs avec le viewModel qu'on met à la fin du viewModel, mais bon, bref. C'est comme ça. Et du coup, petite spécificité qui est intéressante avec Coin pour le coup, c'est que Coin nous fournit la possibilité d'injecter n'importe quoi en fait dans du compose avec justement le mot-clé et avec la factory Coin Inject qui nous permet d'injecter n'importe quel service dans notre compose, donc toujours de la même manière, soit en propriété, soit dans le constructeur. Et du coup, côté Hilt par contre, c'est impossible de le faire nativement, il faut faire des magouilles pour y arriver, donc c'est la galère. Et en fait, ils défendent le fait que quand on veut faire du compose, il faut forcément passer par un viewModel, et du coup, ils fournissent simplement l'injection d'un viewModel dans le compose. Voilà.
Ensuite, nous, du coup, comment ça se passe au niveau test unitaire? En fait, on a plutôt une philosophie d'injecter via constructeur et du coup d'avoir un framework d'injection de dépendances qui est le moins invasif possible dans notre code. Ce qui fait que, en fait, là, on va se retrouver, si on fait, comme Nicolas vous l'a montré tout à l'heure, des injections que via constructeur, que ce soit codé coin ou int, en fait, dans nos tests, on peut se passer totalement d'injection de dépendance et juste, en fait, créer nos instances et injecter des fausses instances à l'intérieur, soit du coup en les créant à la main, en créant des fakes, soit en utilisant des librairies comme Mock ou Mockito, on peut faire la même manière. Et donc du coup, là, il n'y a aucune différence entre les deux si on fait de l'injection vers le constructeur. Par contre, Coin a l'avantage de nous permettre d'utiliser l'injection de dépendance aussi dans les tests. C'est-à-dire qu'avec Coin, on va pouvoir, par exemple, créer une fausse implémentation et créer un module de test qu'on pourra ensuite utiliser en fait dans nos tests unitaires. Donc là, on le voit sur la gauche, on a un view model qu'on essaye de tester. Il a une dépendance vers notre repository. Et en fait, on a créé un faux repository dans notre module de test qu'on va aller injecter grâce à Coin. Et du coup, on peut avoir plein de tests qui dépendent de cette injection-là et on peut utiliser directement l'injection dans les tests. C'est un petit plus qui peut être utile si vous avez envie d'utiliser de l'injection dans les tests. Je vais repasser du coup la main à Nicolas qui va vous parler un peu de cycle de vie et de scope, du coup, qui sont des choses importantes. Voilà. Donc là, là encore une fois, ça recoupe la présentation d'Arnaud tout à l'heure sur les scopes côté Coin. C'est assez facile à comprendre, à prendre en main côté Coin, puisque vous avez en gros 3 mots-clés, factory, single ou view model, selon le cycle de vie que vous voulez donner à votre instanciation, du coup. Sachant que single, vous créez un singleton, factory, vous créez une classe qui va s'instancier à chaque fois qu'on l'appelle. Et si vraiment vous voulez, vous pouvez créer des scopes qui vont faire que votre classe va être attachée au cycle de vie d'un composant en particulier. Mais ça peut être assez gourmand à mettre en place et assez compliqué aussi. Et globalement, généralement, on s'en sort bien en utilisant les trois mots-clés de base de Coin. Côté ILT, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, il y a le concept de scope est découpé du concept de cycle de vie. Donc, on va avoir déjà ce qui s'appelle les componentes qui vont délimiter le cycle de vie des classes qu'on va instancier. Et donc, par exemple, si je me place dans un fragment de componente, ça veut dire que quand je crée une classe dans un fragment de componente, quand j'injecte une classe dans un fragment de componente, son cycle de vie va respecter le cycle de vie du fragment. Donc, elle va être nettoyée quand le fragment va être tué, quoi. Le scope, lui, c'est un peu différent. C'est pas directement le cycle de vie, c'est le nombre d'instanciations qu'il va y avoir de cette classe quand elle va être injectée. Si je scope ma classe si je ne la scope pas dans un fragment, et dans ces cas-là, à chaque fois que je vais appeler cette classe, je vais avoir une nouvelle instanciation. Alors que si je la scope sur le fragment, je vais avoir une instance de cette classe qui va être partagée pour toute la durée de vie du fragment. Donc, il y a une petite nuance, pour le coup, c'est un peu plus découpé. C'est un peu différent. Je ne sais pas s'il y a un avantage à l'un ou à l'autre. Même si, encore une fois, côté Coin, peut-être c'est un peu plus simple à comprendre et à mettre en place de manière générale. Du coup, dernier point. Arnaud, on a déjà parlé tout à l'heure aussi, du coup. Vu que Coin fonctionne au runtime, si vous avez des problèmes dans votre configuration, globalement, vous allez vous retrouver avec des crashs dans votre application, ce qui est pas cool. Et du coup, Coin fournit des méthodes pour du coup tester votre configuration Coin et vérifier que vos modules sont correctement configurés et éviter justement ces fameux crashs, ce qui peut être embêtant. Et du coup, il y a la première méthode qui est le verify et la deuxième, du coup, Arnaud a annoncé la dépréciation, donc ne l'utilisez pas, puisque du coup, ça servira à rien bientôt. Mais du coup, il y a le verify qui permet de checker vos modules et n'hésitez pas à le faire, ça vous évitera des mauvaises surprises. Maintenant, on va passer un peu la partie comparaison des performances et
que ce soit au démarrage, la taille de l'APK et la compilation. Donc on va voir un peu les deux philosophies au final, puisque Coin fonctionne au runtime et Ilt fonctionne à la compilation. Donc si on commence par le démarrage de l'application, si on compare un peu les deux, donc là c'est avec aucune précompilation de l'appli. On voit qu'il n'y a quasiment aucune différence dans nos tests. Juste Coin qui est un tout petit peu plus lent au démarrage. Et si on fait une précompilation complète, par contre, on a un peu plus de différence entre Coin et Ilt, du coup, où là, Coin met un peu plus de temps à démarrer, puisque du coup, c'est déjà précompilé côté Ilt. En vrai, franchement, la différence est vraiment pas énorme. Et là, nos tests, en plus, c'est pas forcément très représentatif, parce qu'il faudrait avoir des applis qui sont vachement plus grosses, etc., pour vraiment voir des grosses différences. Après, il y a des benchmarks qui existent sur le net où on voit des comparaisons entre plein de frameworks d'injection de dépendances différentes. On vous a mis le lien à la toute fin. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir. Côté taille de l'APK, du coup, là, du coup, on a fait un test pareil, sans minification et avec minification. Sans minification, du coup, Coin est un tout petit peu plus lourd que Ilt, ce qui nous a surpris au premier abord, mais a priori, c'est le cas. Et du coup, pareil, avec minification, c'est toujours la version de l'application avec Ilt qui l'emporte sur Coin. Et côté temps de compilation, c'est là où ça va se gâter clairement pour Ilt. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de tests et globalement, on voit clairement la différence en termes de temps de compilation. Et encore là, c'est vraiment une toute petite application. Il y a quasiment rien dedans. Donc si vous commencez à avoir une vraie application avec beaucoup de choses, Ilt va mettre beaucoup plus de temps à compiler. Et Arnaud vous l'a montré tout à l'heure que la différence est plutôt flagrante. Donc là, voilà, c'est le petit benchmark qu'on a fait sur 16 itérations de compilation sur notre application de test du coup qu'on a utilisé pour comparer les deux frameworks. Et donc on en arrive à la conclusion du coup finalement, comment faire votre choix entre Coin et Ilt. Du coup, le premier step, c'est si vous voulez faire du Kotlin multiplateforme ou du Compose multiplateforme, clairement, vous n'avez pas le choix, il faut utiliser Coin, hein, parce que Coin est Kotlin first, donc c'est le top. Vous pouvez utiliser, vous avez vu, Arnaud vous a présenté des features incroyables avec Compose multiplateforme pour avoir des injections de view model, etc., donc c'est top. Et du coup, le seul point qui pourrait faire que vous utilisez Ilt, c'est si vous avez déjà un projet Dagger existant, clairement, ce sera plus facile de passer sur Ilt plutôt que de tout changer pour passer sur Coin. Donc ça peut se justifier. Donc ensuite, du coup, comme je le disais, Coin, c'est du Kotlin, donc vous avez tous les avantages de Kotlin. Par exemple, l'injection via la façon lazy de faire, c'est une spécificité Kotlin, et du coup, Ilt ne pourra jamais faire ça, puisque du coup, c'est pas du Kotlin. Et pareil, du coup, avec les prochaines versions de Kotlin qui vont arriver, potentiellement, il y aura des features qui ne seront pas disponibles sur Ilt et que Coin pourra intégrer dans le framework. Et un des points les plus importants aussi pour nous, c'est que Coin est quand même beaucoup plus facile à prendre en main pour des jeunes développeurs. Clairement, on a vu, même en étant à l'aise sur Android et en étant à l'aise avec le concept d'injection de dépendance, quand on a testé Ilt, on a eu des concepts où on a eu du mal à comprendre comment il fallait le faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire qui sont un peu pareilles, mais qui font pas tout à fait la même chose. Donc ça peut être ultra confusant. Alors que Coin, globalement, est quand même assez direct et assez simple, et assez léger, donc c'est le but. Et une des choses super importantes pour nous aussi, c'est que Coin n'est pas invasif dans le code. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, si on fait de l'injection via constructeur et qu'on fait que ça, globalement, on va se retrouver avec notre injection de dépendance qui est isolée dans tous les modules Coin, et c'est tout en fait. C'est-à-dire que dans tout le reste de notre code, on voit quasiment jamais d'injection, à part potentiellement dans les composants Android, mais c'est pas grand-chose, quoi. Et en plus, encore plus, si on fait des apps en full compose maintenant, clairement, on voit quasiment pas l'injection de dépendance. Du coup, après, par contre, des points qu'on peut accorder à Ilt, c'est la sécurité à l'exécution. Du coup, vu que ça fonctionne à la compilation, toutes les dépendances sont résolues à la compilation, et donc du coup, on a
pas de risque de crash, entre guillemets, dans l'application. Alors que côté Coin, du coup, vu que ça fonctionne au runtime et que ça résout les dépendances au runtime, ben, on peut avoir des crashs. Mais pour ça, il y a des outils de vérification des modules. Donc, utilisez-les. Et donc, un autre point qu'on peut accorder à Hilt, a priori, du coup, c'est un peu plus léger en termes de taille d'APK aussi. Et donc, le dernier point, bah, c'est les deux philosophies, au final, qu'on va voir. C'est côté Coin, on va avoir une compilation rapide. Donc, si vous avez besoin d'être rapide dans vos développements et d'être efficace quand vous faites du développement, clairement, Coin aura l'avantage. Et par contre, si vous avez vraiment des besoins de démarrage super rapide de votre appli et que vous êtes au millième de seconde au chargement de votre appli, bah, du coup, il sera un peu meilleur de ce côté-là. Et voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prendre des questions, hein. Pas de questions. Ok. J'ai juste mis du coup quelques sources. Donc c'est la documentation de Coin globalement de Hilt, le lien vers les cheat sheets pour les gens qui veulent checker tout ça. Et j'ai remis aussi le lien vers le benchmark, enfin vers un des benchmarks qui existent sur le net, qui compare plusieurs systèmes d'injection de dépendance du coup. Le nombre de dépendances que tu vas injecter, voire même sur quelle machine tu as fait tourner la compil. Ouais, sur le nôtre. Bah alors globalement, si je reviens sur sur le démarrage, du coup là c'était une appli, c'était notre appli de test du coup, donc elle était assez légère quand même. On a juste créé des fausses classes qu'on a injectées. On avait 22 classes je crois à injecter avec des interdépendances. Et du coup, le téléphone sur lequel c'était, c'est un OnePlus 6. Et on a fait un temps médian, en gros, sur 5 itérations. Pour ça. Après, franchement, c'est pas non plus super représentatif parce que déjà, le téléphone est quand même assez performant. Donc forcément, on voit pas trop la différence entre les deux. C'est pour ça, du coup, que j'ai mis le lien vers le benchmark où ils ont testé vraiment sur des devices qui sont potentiellement moins performants, plus anciens. Et là, on va voir plus de différence, en fait, tout simplement, ce qui est logique. Et du coup, côté temps de compilation, là, c'était sur un PC, c'était un Ryzen 7 avec 32 Go de RAM, je crois. C'est quand même un truc assez performant aussi. Donc forcément, on voit pas trop la diff non plus. Mais là, c'est pareil. En soi, pareil, le temps de compilation, vu que l'appli, elle n'est pas non plus immense, il n'y a pas non plus énormément de trucs à aller compiler. Donc forcément, tu verras pas trop la différence. Il faudrait tester vraiment sur une appli qui est plus costaud. Voilà, j'espère que ça répond. La différence là, on voit le timing est vraiment quasiment similaire. Ouais. On pense que c'est le setup de la configuration quand même qui est plus long. Mais ça ne traite pas de. Non, ça c'est le temps de compil. Ouais. Sur le start time, oui. C'était juste l'int du setup. Mais par exemple, sur la résolution des dépendances en elle-même, quand tu instancies un nouveau n'importe quel nouveau component, ouais. C'est possible à tester ou. Ouais, c'est possible à tester avec le profiler, etc. Mais ouais, pour le coup, on n'a pas poussé le truc. Et ouais, c'est un peu plus galère à tester, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu as vraiment des centaines d'écrans, c'est vraiment. S'il y avait vraiment une sentence au niveau de la perte, tu le sentirais sur chaque écran. Oui. Oui. Vous avez fouillé dans les APK voir la différence de classes qui sont créées pour voir la différence. Non, on n'a pas trop fouillé l'APK, j'avoue. Après, du coup, en fait, quand on a fait le test, on s'est dit, vu qu'il y a plein de trucs qui sont générés à la compilation, on s'est dit, ça va être Hilt qui va être plus gros parce qu'il nous génère plein de classes, etc.
Et au final, du coup, on a été surpris d'avoir une différence entre les deux, où Coin perd du coup ce match-là. On n'a pas été fouiller le truc, mais du coup, on suppose que c'est la taille de la lib, du coup, potentiellement, qui fait la diff. À vérifier, ouais. Non, ouais, clairement. Non, bah là, oui, c'est sûr que si vous avez une grosse appli, du coup, Hilt va potentiellement perdre. C'est même quasiment sûr, quoi. Puisque du coup, Coin, en fait, le poids sur l'APK reste fixe, alors que Hilt, forcément, il va scale avec la taille de l'application. C'est quoi le ratio de présence sur les apps du Play Store entre c'est un tiers. Même Dagger globalement, il y a 2 tiers de gens qui utilisent Dagger à peu près. Un tiers quoi. Du legacy de Dagger. T'as beaucoup de Dagger. Ouais. Play Store France ou Play Store global? C'est global. C'est sur 700 000 applis. Et là, du coup, le benchmark, tu pourrais le pousser sur un login Android où tu peux vraiment. Ouais. Avec une appli un peu plus lourde. Ouais, clairement. Avec plus de génération, de compilation. J'avais testé sur un L1, login Android, il compile en minute 30. Quoi, il en a 40 secondes. Ouais. Ouais, il y a beaucoup plus de différence quand même. Et avec le parallélisme, ça marche comment en fait? Tu sais, maintenant, on peut faire des compilants en parallèle, si on peut lancer plusieurs dedans. C'est lequel qui va jouer? Sur quel sujet? Tu sais, maintenant, dans le calculateur, tu peux dire que justement, tu veux que le calculateur soit en parallèle. Ça va le parallélisme qui s'est fait. Et en fait, tu sauras pas beaucoup plus de mots. Enfin, du coup, ils doivent vraiment générer, compiler. Ce qu'ils font maintenant, Google, c'est qu'ils optimisent tous les systèmes de cache au maximum. Entre Compose qui demande à recompiler énormément et Dagger qui commence à recompiler énormément. Si par exemple vous êtes dans une équipe où on a besoin de changer de branche, bah, c'est l'Europe. Oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé aussi, mais pour avoir déjà travaillé sur une appli où justement, avec un framework qui n'était pas Dagger, mais qui fonctionnait aussi à la compilation, faire des switches et de devoir reclean le projet à chaque fois parce qu'il y a des problèmes, c'est l'enfer. C'est vrai. Pas d'autres questions? Ok, super, merci. Et ben on va passer aux pizzas et on a plein de goodies. Il faut les virer quoi. Merci à tous.